tous, j'aimerais d'être parmi vous. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma petite présentation concernant les maladies causées par la pollution de l'air issue donc des déchets hospitaliers. Donc, on va voir un peu ce que sont les déchets liés aux activités de soins qu'on appelle les déchets hospitaliers. Un peu, on va voir à peu près quelle est la gestion, comment est-ce que c'est cette gestion des déchets. Ensuite, on va rappeler un peu sur la pollution de l'air, l'impact sanitaire de cette pollution et aussi les moyens de prévention. Donc, protéger, rétablir la santé, et bien sûr, ce sont les objectifs des activités de soins. D'accord ? Donc, c'est une mission noble, mais qui génère beaucoup de déchets. Alors, qu'en est-il de ces déchets et des sous-produits qui en résultent? Donc, les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires, les centres de recherche, les banques de sang, les différents établissements de santé, que compte l'Algérie de par le monde, génèrent des déchets liés aux activités de soins. Et sur la quantité totale des déchets, 85% ce sont des déchets de type général qui ne sont pas dangereux. Ce sont 15% restants qui sont considérés comme des matières dangereuses, donc, et qui peuvent être de type infectieux, toxiques, cancérogènes, d'accord, et qui nécessitent un traitement particulier. Et selon l'Agence nationale des déchets, la quantité de déchets liés aux activités de soins en Algérie avoisinait les 35 000 tonnes par an en 2018. Donc, nous avons justement une réglementation qui définit qu'est-ce qu'un déchet lié aux activités de soins. Donc, il s'agit de tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi, de traitement préventif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Ils sont classés, donc ce sont des déchets qui sont classés et gérés comme déchets spéciaux, d'accord ? Le décret exécutif correspondant, donc définissant les modalités de la gestion des déchets d'activités de soins, c'est le décret numéro 3 478, nous permet de distinguer trois catégories de DAS, de déchets liés aux activités de soins, à savoir les déchets anatomiques, les déchets infectieux et aussi les déchets toxiques. Donc, qui dit déchet dit qu'il y a un risque, d'accord ? Et notamment ce risque est vraiment potentiel pour la santé lorsqu'il s'agit donc de déchets avec un risque infectieux et un risque toxique, et un risque chimique. Ceci donc, comme j'ai dit, implique un traitement et une élimination qui doivent être adéquats. Et pourquoi pas viser une valorisation de ces déchets dans le cadre du développement durable que suit l'Algérie. Donc justement, nous avons un recueil de gestion des déchets liés aux activités de soins qui a été publié justement par l'Agence nationale des déchets en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé. Et ce recueil nous permet de voir comment gérer comment on doit traiter selon la catégorie de déchets. Justement, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette incinération qui concerne les déchets infectieux. D'accord ? Donc, si on parle de l'incinération, on doit voir qu'est-ce que c'est cette incinération. Enfin, c'est connu, oui, mais on va revoir à peu près les différents processus d'incinération et qu'est-ce qui fait le danger. L'incinération, c'est un processus qui consiste à brûler des déchets dans une installation contrôlée où ça se fait à des températures élevées. Et les émissions peuvent être partiellement réduites, ceci donc afin de réduire le volume du déchet et de réduire sa toxicité. Donc elle doit atteindre des températures minimales de 850 degrés Celsius pendant au moins 2 minutes, comme elle a expliqué tout à l'heure, c'est pour détruire les dioxines naturelles. Pour les déchets médicaux, on recommande jusqu'à 900 degrés Celsius. Cependant, une combustion inadéquate, donc une incinération non faite dans les normes, constitue un risque donc gravissime pour l'environnement et la santé en raison des émissions de substances polluantes qui ne sont pas complètement détruites. Donc, cette incinération, si elle peut réduire le volume et réduire la toxicité, elle peut aussi être la cause de pollution de l'air. On va voir ensemble la pollution de l'air. Justement, la loi algérienne définit la pollution de l'air comme une introduction directe ou indirecte de substances qui peuvent être gaz, fumée, vapeur,
dans l'atmosphère, et ceci va altérer la qualité de l'air, elle va entraîner une nuisance à la santé de l'homme, à la vie, le climat, et aussi les biens matériels. Il faudrait savoir que cette pollution est synonyme de deux choses. On peut avoir une pollution par modification des proportions des composants de l'atmosphère, soufre élevé, CO2, méthane, etc. Et on peut avoir une pollution justement par l'introduction de nouvelles substances qui n'existaient pas. Donc, et ça, c'est en général, elles sont liées à l'activité humaine. C'est l'homme qui les a introduits. Bon, là, je cite quelques polluants. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais on peut citer les oxydes d'azote, le méthane, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles, et aussi les particules fines, les particules en suspension. Justement, on va s'intéresser un peu à ces particules en suspension car ils constituent vraiment un problème par rapport à la santé. Donc, ce sont des entités solides ou liquides qui sont en suspension dans l'air. Et donc, elles forment un aérosol et ils peuvent avoir des compositions et densités et formes et dimensions très diverses selon le mode de formation. Alors, ces particules qu'on appelle particulate matter en anglais, ou particules fines, sont soit d'origine naturelle, peuvent provenir des activités volcaniques, les feux de forêt, etc., comme peuvent émaner de l'activité humaine, l'incinération, par exemple, l'incinération des déchets hospitaliers aussi en général. Donc, la problématique, c'est que comme on a dit, ils ont une composition diverse, donc parfois on retrouve des composants très nocifs au sein de ces PM. D'accord ? Donc on peut trouver des métaux lourds, on peut trouver de la matière organique, des hydrocarbures antipolycycliques, des dioxines, furans, etc. Donc ce qui constitue le risque pour la santé. Alors on les classe par taille du fait de leur pénétration plus ou moins profonde dans les poumons. Voilà, donc les particules PM10, donc ils ont un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Alors eux, ils arrivent à atteindre la première partie haute de l'appareil respiratoire. Ensuite, nous avons les PM particules 2,5 qui ont un diamètre inférieur ou égal à 2,5. Donc là, on les retrouve au niveau des branches, des bronchioles, ils arrivent jusqu'aux alvéoles. Et enfin, nous avons les particules ultra fines inférieures à 0,1 micromètre, et aussi nous avons la nouvelle tendance qui sont les nanoparticules et qui constituent un nouveau défi par rapport à la santé environnementale. Donc, on va voir un peu ce lien pollution atmosphérique et santé. Donc, la pollution de l'air extérieur, c'est un problème majeur de santé environnementale. D'accord ? Elle peut avoir des effets néfastes sur le système respiratoire et l'appareil respiratoire est l'organe cible principal des effets des polluants de l'air. Selon l'OMS, en 2019, on estimait que la pollution de l'air ambiant dans les villes et les zones rurales était responsable de 4,2 millions de décès prématurés dans le monde. Cette mortalité est due à l'exposition justement à ces particules fines, les PM. Ici, donc, j'ai mis donc un petit tableau qui illustre donc les polluants atmosphériques et leurs principaux risques sur la santé. Essentiellement, le risque respiratoire. Donc, nous avons l'ammoniac et le NH3. L'exposition à de très fortes concentrations provoque des irritations, des brûlures oculaires et respiratoires. Le dioxyde de soufre, il est responsable d'irritation des voies respiratoires, tout. Donc cette irritation va générer la toux, va entraîner une gêne respiratoire et provoquer un asthme, ou encore l'exacerber. Nous avons les hydrocarbures et les composés volatiles entraînent aussi une irritation, difficulté respiratoire et aussi des nuisances olfactives fréquentes. Les oxydes d'azote, tels que le NO2, le NO, alors à court terme, ils entraînent des irritations et aggravations de certaines maladies respiratoires telles que l'asthme ou les bronchopneumopathies obstructives, et à long terme peuvent entraîner le développement carrément, c'est-à-dire chez un sujet sain où il y a des prédispositions, on aura le développement de maladies qui n'existaient pas auparavant, maladies respiratoires, cardiovasculaires. Parfois, ils sont responsables d'un faible poids de naissance chez les nourrissons et risque accru de décès. Et les particules fines, donc à long terme, ils sont à l'origine du développement de cancers
des poumons, mais aussi maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des répercussions sur le développement neurologique chez l'enfant et parfois la survenue du cancer. Donc, on va revenir à nos particules fines. Donc, les particules fines, donc l'impact sanitaire de la pollution de l'air, particulièrement par rapport aux particules fines. Donc, les particules d'un diamètre n'excédant pas le 10 micromètres, peuvent pénétrer, se loger profondément à l'intérieur des poumons. Ils provoquent en général une irritation, une inflammation, endommagent les muqueuses des voies respiratoires. Mais le plus gros souci, c'est avec les petites particules ayant un diamètre inférieur à 2,5. Ces particules, malheureusement, arrivent à franchir la barrière alvéolo-capillaire et donc rejoignent la circulation sanguine et vont affecter tous les principaux organes du corps. Ces polluants donc augmentent, comme on avait, je sais ce que je veux dire, augmentent le risque de maladies respiratoires, cardiaques, problèmes d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, là j'ai commencé par les polluants et leur impact sur la santé. Maintenant, si on veut voir les effets de la pollution, les effets de la pollution atmosphérique, et justement, qui est en part due à l'incinération, elle s'exprime soit à l'encours ou bien en aigu. Donc, les effets en aigu, donc on peut citer les manifestations, en aigu, les manifestations sont soit cliniques, c'est-à-dire il y a une manifestation clinique. Elles sont fonctionnelles, c'est-à-dire il y a une réversibilité, ce n'est pas une installation définitive, par exemple, c'est une gêne et puis tout part. Et elles peuvent être biologiques, c'est-à-dire il y a des modifications biologiques qu'on peut constater par analyse ou par les examens biologiques. Donc, et ce sont des modifications qui surviennent dans les délais rapides suite aux variations journalières des niveaux ambiants des polluants atmosphériques. Donc, c'est juste après un épisode tel qu'il nous a montré Dr. Talnish par rapport le problème l'asthme, les crises d'asthme suite à l'exposition. À chaque fois que ça augmente, on a des signes. Donc, nous avons les irritations des muqueuses respiratoires. La plupart des polluants atmosphériques entraînent donc un inconfort, une toux et une sensation de brûlure des muqueuses nasales, trachéales, des bronchites, parfois aussi des brûlures des muqueuses oculaires et surtout lorsque les concentrations sont élevées. On peut avoir dans le développement une exacerbation d'obstruction bronchique, notamment chez les sujets atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive et chez les asthmatiques. On peut avoir aussi des crises d'asthme chez les sujets déjà asthmatiques et une exacerbation des troubles cardiovasculaires et respiratoires qui peuvent amener les sujets à l'hospitalisation, parfois même jusqu'au décès. Les effets à l'encours ou à long terme, ou les effets chroniques, ils sont liés à une exposition répétée ou continue tout au long de la vie. Par exemple, les gens qui habitent près des zones industrielles. Donc là, les polluants de l'air induisent la survenue ou l'accroissement d'effets néfastes pour la santé, pouvant conduire à une surmortalité et une baisse de l'espérance de vie. Donc, la première des choses, on note une prédisposition aux infections respiratoires, une augmentation du nombre d'infections respiratoires. Ceci est dû au mécanisme d'action de ces polluants. Alors, ces polluants ont une action sur les défenses immunitaires. Ils ont une action pro-inflammatoire et pro-oxydante. Donc, ce qui fait qu'ils vont atténuer les défenses immunitaires et rendre la personne plus sujette aux infections. Aussi, une accentuation au développement des maladies pulmonaires obstructives. Aussi, nous avons la fibrose pulmonaire. Aussi, le développement de l'asthme. Donc, l'exposition à long terme à la pollution atmosphérique peut aggraver les symptômes asthmatiques existants ou encore provoquer de nouveaux épisodes d'asthme chez les personnes prédisposées. Nous avons aussi la bronchite chronique, qui est une maladie pulmonaire caractérisée par une toux persistante accompagnée de crachats.
En général, la bronchite chronique, elle est rencontrée souvent chez les sujets, les fumeurs. Mais la pollution atmosphérique pourrait, à elle seule, être l'origine de cette bronchite. L'emphysème aussi, qui est souvent associé au tabagisme, peut être aussi causé par l'exposition prolongée aux polluants atmosphériques. Il faudrait savoir qu'en octobre 2013, l'Organisation mondiale de santé a classé la pollution de l'air, donc les polluants, notamment les particules fines, comme étant cancérogènes, certains pour l'homme. Donc une exposition prolongée va finir malheureusement par entraîner des cancers. Aussi, donc, en conséquence générale, développement et aggravation des maladies chroniques telles que les cancers, les pathologies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et les troubles de développement. On ne peut pas parler de pollution et de conséquences sans parler de population à risque. Donc sachez bien qu'il existe toujours des sujets qui sont toujours plus susceptibles que d'autres. Et essentiellement là on parle des personnes âgées et aussi des enfants. En fait, pour les personnes âgées, cette susceptibilité elle est liée en raison de la diminution de leur capacité antioxydante et le potentiel d'adaptation de leur système de défense. Pour les enfants, les études ont montré que sur 5 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans, 27% de ces décès sont attribués à des problèmes de pollution environnementale. Donc, ce sont des problèmes de détérioration d'environnement et principalement c'est la pollution qui est la cause. Aussi, on a noté aussi une prématurité, donc ça c'est pendant la grossesse, une prématurité de naissance et parfois même des morts-nés. On arrive maintenant à comment prévenir. Donc les politiques de réduction de la pollution atmosphérique se basent donc sont cruciales donc, pour la protection de la santé. La plupart des sources de pollution de l'air extérieur donc, échappent au contrôle des individus et nécessitent une action concertée des responsables. Et de nombreux exemples permettent de réduire la pollution atmosphérique, entre autres l'action du secteur de santé quant aux activités liées aux soins de santé. Justement, il faut placer les services de santé sur la voie du développement à faible intensité de carbone, c'est-à-dire réduire les émissions polluantes. Donc, pour cela, les mesures proposées pour réduire les émissions polluantes par le secteur sanitaire, donc réduire en premier lieu les déchets en priorité, interdire l'incinération des déchets à l'air libre ou dans des flux. Normalement, la réglementation le prévoit, donc on fait juste sur une application rigoureuse. Explorer justement la législation locale et les infrastructures, justement, si on prévoit et que nous avons des incinérateurs, il faut vraiment vérifier qu'il y a assez d'incinérateurs pour les établissements. Choisir l'installation appropriée pour l'incinération et évaluer ces processus, c'est-à-dire que tout se fait selon les normes, les fumées sont traitées, les résidus sont bien récupérés, et envisager, si malheureusement ces incinérateurs ne répondent pas, envisager la modernisation de ces installations. En conclusion, la pollution de l'air, c'est un problème mondial qui ne peut être ignoré. Les maladies respiratoires sont des conséquences directes et graves de cette pollution. Et en prenant les mesures nécessaires pour réduire notre impact sur l'environnement, nous pouvons contribuer à améliorer donc, la qualité de l'air que nous respirons et préserver notre santé ainsi que celle des générations futures. Donc le secteur de santé est un acteur important dans cette action en assurant une gestion adéquate et appropriée des déchets qui. Donc, je vous remercie.